Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, on va parler un peu de la situation au Proche-Orient après la mort du président de l'Iran, Raïssi. Ibrahim Raïssi, l'ex-président de l'Iran, est décédé lors d'un crash d'hélicoptère. La grande question à propos de ce crash, c'est est-il accidentel ou tel un accident? On va procéder par une méthode toute simple en citant des faits et des remarques qui militent en faveur de l'une ou de l'autre hypothèse, puis tirer les conclusions qui prendront forme au fur et à mesure. Alors on part de la première hypothèse qui est le crash est accidentel. En fait, il n'y a pas grand-chose à dire. Là, on pourrait parler de révision technique défaillante, de personnel non qualifié, donc d'erreurs humaines, de manque de pièces de rechange en raison des sanctions économiques sur l'Iran, surtout que l'avion en question, qui est assez vieux, est américain. Et ça aussi, ça peut se rapporter à une erreur humaine. Donc, si le crash est accidentel, il n'y a pas grand-chose à développer, sauf qu'il apparaît très manifestement que l'Iran, qui passait pour une des puissances militaires régionales, grande puissance militaire régionale, n'a pas vraiment les dimensions ni l'envergure qu'on lui attribuait au niveau des relations internationales. Il s'agit quand même d'un avion présidentiel dont la sécurité n'est pas de l'ordre d'un simple avion de VIP. Mais on remarque aisément que ce n'est pas le Air Force One. Ni émetteur GPS pour signaler l'emplacement, ni télécommunication, ni boîte noire. Donc, beaucoup de défaillances techniques, etc. À moins que ces moyens techniques aient été sabotés. Ce qui nous amène à parler de la deuxième hypothèse du crash non accidentel. Et là, on se demanderait pourquoi. On peut distinguer ici des raisons intérieures et des raisons extérieures, avec la possibilité d'un amalgame entre les deux. Les raisons endogènes. Il faut noter que l'institution de président dans le régime iranien ne constitue pas le sommet de la hiérarchie. En effet, c'est le Morshid ou le Morshid suprême à qui revient le dernier mot. Le président est un simple organe exécutif et ne peut prendre de décision sans se référer au Morshid. Celui-ci, qui est aujourd'hui Khamenei, avait de bonnes relations avec Raïssi. Seulement, Raïssi était connu chez les Iraniens surtout comme un homme fort, un adepte de la répression sociale, la répression des libertés. Et la répression sévère s'est aggravée sous la présidence de l'ancien procureur de Téhéran, en l'occurrence Ibrahim Raïssi. Son décès ne peut mieux tomber. Si l'Iran veut changer de politique et lui attribuer cette gestion despotique des affaires publiques. Or, ces derniers mois, Raïssi, qui avait été élu président, a été évoqué comme successeur potentiel du Morshid Khamenei. Cependant, le Morshid Khamenei veut léguer son poste à son fils.
Et la mort de Raïssi ouvre une possibilité, quoique épineuse, pour le fils de Khamenei, à savoir Mujtaba Khamenei. Alors, comme le poste de Mourchid est un poste très important en Iran, il y aurait comme une volonté de faire de l'accession à ce poste une sorte de legs, de père en fils. On assiste donc à un grand revirement, ou plutôt à un retour vers une sorte de monarchie. Mais que ne donnerait pas Khamenei pour cela? Il aurait besoin de l'appui extérieur des puissances, savoir les USA et Israël. L'Iran n'aurait-il pas décidé et déjà entamé ce revirement avec ce comportement mi-figue, mi-raisin et que tout le monde soupçonne dans ses relations avec Israël? Si la République islamique s'est engagée vers un certain calme dans sa politique étrangère, ces derniers temps, la mort du président iranien Ibrahim Raïssi dans un accident d'hélicoptère survient à un moment où le pays, confronté à des défis extérieurs sans précédent, est obligé de se préparer à un changement de régime qui atténuerait un peu l'image despotique du guide suprême, savoir le Mourchid. Et c'est là qu'on passe aux raisons exogènes. Les raisons exogènes, on dénombre des raisons politiques, internationales. C'est la guerre de Gaza, et des raisons économiques. Alors l'attaque du 7 octobre et l'initiation plus que probable de l'Iran et son recul soupçonneux a fait hisser haut de grands points d'interrogation sur les gouvernants en Iran, tout comme en Israël, notamment avec le bombardement du consulat iranien et la riposte, je dirais, risible de l'Iran, puis avec l'acharnement de la guerre sur Gaza et ses répercussions sur l'économie internationale. Israël, l'État et Israël, l'État profond, les Israéliens aussi, ainsi que les USA, veulent faire cesser cette guerre qui n'aboutit pas à ses objectifs, ni l'extermination de la résistance, ni la libération des prisonniers. Mais Netanyahou persévère contre vents et marées, alors qu'il veut gagner cette guerre. Parce qu'il veut gagner cette guerre, la victoire pour lui peut garantir sa réélection. Et il est dans un point de non-retour. Donc, pour changer les choses, il fallait donc des boucs émissaires, de part et d'autre, pour mettre fin à cette situation de façon aussi honorable que possible pour les uns et les autres, et aplanir les réactions et les critiques à travers le monde entier, car on assiste à un chamboulement qui risque de nuire à tout l'Occident. On assiste à une fougue de la jeunesse à travers tout le monde qui commence à hisser haut le drapeau palestinien
qui commencent à se poser la question sur la réalité de ce conflit. Donc la disparition de Raisi et la condamnation de Netanyahou au niveau du tribunal pénal international, qui se traduit par une poursuite pénale internationale et qui risque d'être une mise en scène, en fin de compte. La reconnaissance de l'État de Palestine par certains pays européens, tout cela ne peut être que le bienvenu pour repartir sur de bonnes bases, surtout si l'on tient en compte que les raisons économiques et stratégiques qui se trouvent engagées. Alors les raisons économiques, c'est le Niger. D'abord, le Niger, pourquoi? Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, qui est constitué d'officiers supérieurs au Niger, a officiellement dénoncé le 16 mars 2024 les accords de coopération militaire liant le Niger et les États-Unis. Après la France, c'est avec les États-Unis que les chefs militaires nigériens ont décidé de suspendre leur collaboration pour lutter contre cette coopération qui consistait à lutter contre les groupes djihadistes du Sahel. Et l'on sait que si l'on s'intéresse tant à la lutte contre ces djihadistes au Niger, c'est surtout pour son uranium. Or, la junte militaire de Niamey a été accusée d'explorer la possibilité de permettre à Téhéran d'accéder à des réserves d'uranium. C'est ce qu'a révélé le Wall Street Journal. Il s'agit d'un gisement sédimentaire horizontal à ciel ouvert d'une profondeur de 50 à 70 mètres et une capacité de production de 2000 tonnes d'uranium par an, s'il vous plaît. Il est vrai qu'une certaine personnalité des affaires étrangères de Washington a eu la maladresse de menacer le Niger. Ces officiers qui viennent d'accéder au pouvoir, tout fiers, on ne les menace pas comme ça. C'est vrai que c'est les États-Unis, mais il s'agit de s'y prendre autrement. Les États-Unis savent pertinemment que ce n'est pas la meilleure façon d'entraver le programme nucléaire de l'Iran. L'équilibre nucléaire dans la région du Moyen-Orient passe par des compromis. Et le meilleur compromis devrait être cherché entre Israël, Iran et l'Arabie saoudite. Et pour cela, les États-Unis savent très bien qu'il est plus judicieux, plus pertinent, plus astucieux de préparer les interlocuteurs de ce programme, à propos de ce programme, à l'intérieur même de leur pays. Voilà comment je vois la situation. Merci, mesdames et messieurs.